Bienvenue sur mediainvestigation.com. Aujourd'hui, grand débat sur l'actualité de la crise, de la dette et le patrimoine des Français dans ce contexte préoccupant. Ce débat aujourd'hui avec Olivier Delamarche, Maître Féron-Polony, Maître Nicolas Lecoq-Vallon et Philippe Herlin. Olivier Delamarche est associé et gérant de Platinum Gestion. Il intervient sur l'activité économique tous les mardis sur BFM Business. On l'a vu aussi dans Les Experts une fois, j'espère qu'on le reverra une prochaine fois. Philippe Herlin est chercheur en finance, chargé de cours au CNAM. Il est l'auteur de L'or, un placement d'avenir, également de Repenser l'économie et ensuite également de France, la faillite après la perte du triple A aux éditions Erol. Maître Nicolas Lecoq-Vallon et Maître Féron-Polony sont associés dans le cabinet Lecoq-Vallon et Associés. Ce cabinet est orienté principalement vers la défense et la protection du patrimoine des particuliers et des entreprises. C'est un choix. On va commencer avec Olivier Delamarche, puisqu'on s'est vu dernièrement pour une interview il y a moins de 5 mois. Une interview qui a vraiment très bien marché sur Internet. Vous avez fait plus de 73 000 vues, c'est votre record sur le web. Vous avez énormément de pages web et de vidéos vous concernant. Cette interview s'intitulait « Révélation d'Olivier Delamarche, sans langue de bois, le pire de la crise est à venir ». Alors très récemment, Olivier Delamarche, prenez le micro, très récemment on a entendu François Hollande vous contredire. C'était il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit le pire de la crise de la zone euro est passé. Donc qu'est-ce que vous voulez dire à François Hollande ? Qui devrait se retourner. Comme ça, il l'aurait devant. Non, c'est ridicule comme tout ce qu'ils disent, c'est pas nouveau. De toute façon, vous n'aurez jamais un politique qui va vous dire que le pire de la crise est devant lui, et devant nous, pour la bonne et simple raison que ça s'appelle des prédictions autoréalisatrices à ce moment-là, et donc on évite de faire ce genre de plaisanterie. Maintenant, on peut aussi éviter de parler pour ne rien dire. Ça serait aussi efficace. Non, le pire de la crise, bien sûr qu'il est devant nous, pour la bonne et simple raison que le problème de la dette n'est en aucun cas réglé. On l'a déplacé, on s'est amusé à jouer au bonneto avec. C'est passé de certains organismes privés à certains organismes publics. On retrouve une grande partie des dettes maintenant se retrouve dans la BCE et dans la Fed. Et donc, on n'a en rien réglé le problème de la dette. Et forcément, à un moment ou à un autre, le règlement de ce problème passera par un autre problème qui est une récession forte, difficile. Pas une petite récession avec une sortie en V, mais une récession qui risque de durer plusieurs années et pas simplement 2 trimestres. Donc que nos politiques se réjouissent aujourd'hui d'avoir une croissance zéro et que ça leur permette de dire que nous ne sommes pas en récession pour l'instant, c'est juste un gag. Ça fait maintenant quasiment 1 an qu'on n'a pas de croissance en France, qu'on est en récession en Espagne, qu'on est en récession en Grèce, qu'on est en récession en Italie, que nous allons bientôt être en récession aux États-Unis, n'en déplaise à M. Obama qui nous sort des chiffres toujours plus beaux juste avant les élections. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. Soit on continue la fuite en avant qu'on a eue depuis un bon bout de temps, et à ce moment-là, le drogué mourra d'une overdose, soit on continue, à chaque fois il va falloir en mettre un petit peu plus, il va falloir imprimer un petit peu plus de billets, mais de toute façon il y a un moment où les choses vont se régler malheureusement avec une récession. Vous ne pourrez pas faire l'impasse sur une forte récession parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas en appelant la croissance qu'elle va arriver. Malheureusement, et donc forcément tout ce que vous pourrez décider pour essayer de diminuer la dette, c'est-à-dire plus d'impôts
ou moins de dépenses, de toute façon, ça pèse sur la croissance. Donc, vous aurez un PIB négatif. Le PIB, il a tenu pendant plus d'une quinzaine d'années sur de l'endettement supplémentaire. Aux États-Unis, il y avait 1 000 milliards de dollars par an sur les 12 dernières années de croissance qui étaient dues à l'endettement uniquement des ménages. Aujourd'hui, il n'y a plus ces 1 000 milliards. Et donc, forcément, vous aurez un ralentissement de la croissance et forcément, vous aurez une récession derrière. Alors, on va parler de macroéconomie, on va également parler des particuliers, parce que c'est ça qui intéresse les gens qui regardent cette vidéo. Comment ça va se passer, la crise pour eux? La macroéconomie, ça intéresse pas mal de monde, mais il y en a qui ne comprennent rien. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ce débat a lieu. En tout cas, merci beaucoup pour cette première intervention. Ce n'était pas prévu tout de suite, mais vous avez parlé de droguer. Je vais vous passer un texte d'une chanson. Vous pouvez vous le passer ensemble. Il faut la chanter. Et vous pouvez chanter en même temps et je vais vous la faire écouter. J'arrive, j'achète, je revends, bénéfice des millions à la seconde. C'est ça ma vie et ça m'excite, ça me fait bander. Le matin, un tirail, j'ai une pêche d'enfer, je réagis au millième de seconde. Ça me fait des millions en plus. De toute façon, j'en ai jamais assez. Yeah, yeah. Le soir, cocktail branché. Salut, vous, ça va? On s'appelle, on se fait une bouffe. J'ai lu ton dernier bouquin, génial. Ben oui, faut bien que je lâche quelques bottes. Et alors c'est vrai, je bras du vent. Mais tant qu'il y aura des bras pour alimenter la soufflerie, je serai heureux comme un youpi. J'arrive, j'achète, je revends, bénéfice des millions à la seconde. Alors, ce texte a été écrit avant l'affaire Madoff, avant l'affaire Kerviel. Il était assez prémonitoire, c'est un artiste qui s'appelle Ben Dub. Caricature ou réalité? On est loin d'une caricature, puisque en plus, Madoff, que je ne vais pas plaindre, mais est en prison. Monsieur Ben Bernanke n'y est pas, et pourtant il fait la même chose. Donc, et Monsieur Draghi ne va certainement pas aller en prison non plus, mais pourtant il fait la même chose. Donc il y en a un qui a payé pour tout le monde, et puis pour 50 milliards, ce qui est quand même pas grand-chose, par rapport à ce que les deux autres zozos font. Donc on est loin du compte. Nicolas Lecoq-Vallon, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite chanson? Bon, elle est amusante. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas quand même tout mettre absolument sur un même plan. Et bon, j'ai une petite réserve à émettre par rapport à ce qui a été dit, parce que je pense quand même que une personne physique qui a contribué à mettre en place un schéma de Ponzi et à escroquer des milliers de gens n'est quand même pas tout à fait à mettre en parallèle avec les banquiers centraux. Il y a une intention frauduleuse qui, bon, moi en tant que juriste, me fait penser que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, alors, c'est très intéressant, Nicolas Lecoq-Vallon. Je crois que vous avez des cas de mini Madoff en France. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, disons un mot quand même. Oui, alors voilà, effectivement, c'est à ça que je voulais venir. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est vrai qu'en matière d'épargne, il y a beaucoup de problématiques qui sont considérées comme étant des fatalités.
Et les gens déjà naturellement démunis, naturellement complexés par rapport aux institutions, ont tendance à considérer qu'ils sont toujours le pot de terre contre le pot de fer et qu'il n'y a systématiquement rien à faire. Avec mon associé Hélène Ferrand-Polony, on entend à peu près 5 fois par jour « mais vous ne pouvez rien faire, les banquiers sont si puissants, etc. » Et en fait, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que toute institution, tout système complexe a ses faiblesses. Et l'affaire Madoff n'a pas fait exception à la règle. C'est-à-dire qu'on a trouvé au cabinet, on est d'ailleurs le cabinet qui a obtenu le plus de solutions judiciaires pour les victimes, par exemple, de l'affaire Madoff. Donc pour ça non plus, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'il y a souvent des responsabilités dans ce genre d'infraction, d'intermédiaires financiers. En l'occurrence, on pense aux promoteurs d'OPCVM, aux banquiers dépositaires teneurs de compte qui ont une responsabilité vis-à-vis des épargnants quand ils n'accomplissent pas leur mission de surveillance à l'égard des OPCVM qui ont pu être concernés par l'affaire Madoff. Et puis enfin, sur les contrats d'assurance vie de capitalisation, on constate que là aussi, il y a une responsabilité des entreprises dans la mesure où celles-ci sont astreintes à un devoir de vérification de la protection de l'épargne en ce qui concerne les unités de compte servant de valeur de référence au contrat, qui est prévu par un texte du Code des assurances. Et quand ce texte n'est pas respecté, l'entreprise d'assurance ou la banque peut avoir une responsabilité. Donc il y a de très nombreux dossiers où les clients venaient nous voir avec des problèmes Madoff, c'est-à-dire qu'ils étaient victimes de cette escroquerie massive, et on a trouvé des solutions au travers de la responsabilité des intermédiaires qui, eux, étaient solvables, particulièrement quand les commercialisations sont intervenues sur les territoires français. Donc je pense que c'est un message intéressant à délivrer au public, c'est qu'il n'y a pas de facilité, certes ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de fatalité, et il y a souvent des solutions quand on est victime de ce genre de phénomène, ou plus généralement quand on est victime de la crise. Très souvent, on est confronté à des clients qui n'ont pas pris conscience du risque et qui n'ont pas été correctement informés et qui, à ce titre-là, ont des voies de recours et la possibilité d'être indemnisés. Là aussi, notre cabinet a trouvé dans très nombreux cas des solutions qui ont permis aux épargnants de recouvrer tout ou partie de ce qu'ils avaient perdu. Enfin, vous souhaitiez qu'on dise un mot peut-être sur les Madoff français. Oui, on en parlera, je pense, un peu plus tard dans justement les... il y a différents exemples, hein. Il n'y a pas que les mini-Madoff. Dans les solutions que vous pouvez trouver, vous traitez beaucoup de cas. Voilà, hein. Alors, pour terminer rapidement sur l'activité du cabinet, effectivement, c'est qu'on est à l'origine d'un certain nombre de techniques qui permettent aux épargnants de récupérer les moins-values qu'ils peuvent subir dans le cadre de différents investissements. Alors ça, vous avez vraiment beaucoup d'exemples, oui, parce qu'il y a eu la crise 2008 et vous avez réussi à... Voilà, alors effectivement, il y a la crise de 2008, mais comme chacun sait, tout au long des années 2000, il y a eu au moins 3 ou 4 cracks qui se sont produits, donc à chaque fois des préjudices, et à chaque fois, ça a été l'occasion pour le cabinet d'exercer ses compétences en cherchant à trouver des solutions concrètes, c'est-à-dire à recouvrer tout ou partie de l'épargne qui avait été détruite. Les premières jurisprudences qui ont été obtenues par le cabinet en la matière, c'est les jurisprudences qui sont propres au devoir de conseil en matière d'assurance vie et de capitalisation, qui n'existaient pas ou de manière très embryonnaire au début des années 2000. Puis nous sommes penchés sur d'autres sujets comme la possibilité offerte aux épargnants d'annuler rétroactivement un contrat d'assurance vie pour récupérer la totalité des pertes. C'est ce qu'on appelle la prorogation de la faculté de renonciation. Ça, c'est quelque chose qui a marché, qui a bien fonctionné parce qu'on s'est aperçu au début des années 2000 que la plupart des contrats d'assurance vie en unité de compte et de capitalisation ne respectaient pas les obligations légales quant à la transmission d'une information précontractuelle
aux souscripteurs du contrat. Donc c'était la possibilité d'avoir restitution. C'est une bonne nouvelle pour les des détenteurs pertes. d'assurance vie, qu'ils soient de bonne foi ou de mauvaise foi d'ailleurs, parce que c'est le texte qui compte. Pour nous, ça c'est vrai que c'est le discours habituel qu'on a du côté des institutions. Où vous faites l'avocat du diable, je comprends, c'est votre rôle. Évidemment, nous on est aiguillonnés par ce genre de propos, parce que une compagnie d'assurance qui choisit délibérément de ne pas respecter la loi en diffusant des conditions générales qui ne reprennent pas la totalité de l'information à sa charge, elle a évidemment une responsabilité, elle n'est pas ignorante de ce qu'elle fait. Elle le fait pour des raisons commerciales, elle le fait pour prendre des parts de marché, et elle n'a pas à se plaindre par conséquent de cette possibilité qu'elle laisse aux épargnants de récupérer la totalité des sommes investies, c'est-à-dire des primes versées, en exonération de frais et de moins-value, parce qu'effectivement, la loi n'a pas été respectée. Donc, entendre ce discours, effectivement, qu'on entend aussi très fréquemment, qui consiste à dire que nos clients sont de mauvaise foi parce qu'ils ont exercé cette faculté, en oubliant de préciser que s'ils ont cette possibilité, c'est avant tout parce que la compagnie n'a pas respecté la loi, c'est bien sûr donner un éclairage qui est tout à fait unilatéral. Je vais faire intervenir Hélène Ferron-Poloni, juste avant Philippe Herlin, parce que j'ai aussi des questions à lui poser. Vous vous êtes retrouvé récemment sur un plateau de télévision entre le président de la Société Générale et M. Trichet. Est-ce que ces gens-là, qui sont en face de vous, vous craignent ? Bien sûr qu'ils nous craignent. Ce serait quand même, la vie serait quand même plus belle pour eux si on n'existait pas. Sur ce plateau de télévision, il fallait quand même voir que tous les propos de Frédéric Oudéa tendaient à dire que tout ce qu'on lui expliquait à travers nos explications, les reportages vidéo, c'était absolument caricatural. Et que les banques un peu comme la chanson. Oui, absolument caricatural, comme si ses propos à lui ne l'étaient pas et sa banque ne l'était pas non plus. Sa banque n'est pas la caricature de ce qu'il ne faut pas faire quand on est un bon banquier. Alors, moi j'ai beaucoup aimé la chanson de Ben Dub et puis l'illustration que vous en proposez avec Bernard Madoff. Alors, là, il y avait Madoff, moi je l'ai trouvé sur Internet, cette version. Maintenant... il y a beaucoup. On aurait pu mettre Kerviel, puisqu'il vient d'être jugé. On pourrait en parler. Mais restons sur Bernard. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est un bouc émissaire ? Ça, on peut en parler aussi. Restons sur Bernard Madoff. Moi, si je veux faire un peu de provocation, j'adore Bernard Madoff. Je veux dire, je demande sa libération à ce type. Il nous a fourni un nombre de dossiers considérable, et j'aimerais que ça continue. Surtout, ce qu'il nous a permis de faire, c'est il oblige aujourd'hui les établissements bancaires à s'expliquer devant les tribunaux sur leur méthode de travail. Et il faut bien voir dans les contentieux liés aux conséquences désastreuses dans l'épargne des Français de l'escroquerie mise en place par Bernard Madoff, il faut bien voir que les établissements bancaires nous disent « mais on ne sait même pas pourquoi on a sélectionné les fonds de ce type. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas vous l'expliquer. La seule chose, c'est qu'on n'a pas vu que c'était une escroquerie et vous ne pouvez pas nous reprocher de ne l'avoir pas vu parce que la SEC ne l'a pas vu, parce que la commission de surveillance au Luxembourg ne l'a pas vu et que l'AMF ne l'a pas vu non plus. » Donc c'est ça, il y a uniquement ça comme réponse. Et quand on leur rétorque qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour profiter d'un système qu'ils appellent le front-running, c'est-à-dire que Bernard Madoff, étant par ailleurs courtier, fait de l'achat, de la revente, exactement ce que dit la chanson, faisait réellement de l'achat et de la revente pour le compte de ses clients dans son activité de courtier. Il avait donc une longueur d'avance, disait-il, de connaissance des marchés. Les banques disent non, mais c'est même pas sur ce front-running que nous nous sommes décidés. Et oui, effectivement, puisque cette technique est totalement interdite et que des établissements bancaires, des sociétés de gestion, viennent d'être condamnés par l'autorité des marchés financiers pour avoir choisi cette technique comme base support de l'investissement de l'épargne de leurs clients. Donc, les établissements bancaires devant les tribunaux sont bien démunis pour expliquer ce sur quoi ils se sont décidés dans ces affaires Madoff. Et somme toute, ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Très bien. Je vais faire intervenir Monsieur Herlin. C'est une arnaque, la dette ? Vous parlez de Ponzi, vous aussi, dans votre livre. Oui, enfin, pour revenir sur l'idée justement de dette, de Ponzi, est-ce que les banques centrales, est-ce que les dirigeants de banques centrales doivent être au même niveau que Madoff ?
est-ce qu'ils sont criminels ou est-ce qu'ils sont plus simplement ignorants? Parce que là, je voudrais citer une déclaration de l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne qui a dit, je cite, « Il n'existe pas de doctrine qui dise que le taux directeur de la Banque Centrale ne peut pas tomber sous les 1%. » En fait, c'est faux. C'est tout ce que dit l'école autrichienne. Tous les économistes de l'école autrichienne, Mises, Hayek, Rothbard, pour citer les noms les plus connus, expliquent justement que si on met les taux d'intérêt très bas, ça va favoriser une bulle de crédit qui pourra éventuellement apporter un peu de croissance, mais sera artificielle, ou qui pourra permettre d'éviter temporairement des faillites bancaires, mais que de toute façon, un jour ou l'autre, la crise viendra et elle sera d'autant plus grande qu'entre-temps, on a rajouté de la dette. Donc, est-ce qu'ils sont inconscients ou est-ce qu'ils ont un comportement vraiment délinquant comme Madoff? Ça, c'est un peu difficile à savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat est un peu le même, c'est-à-dire qu'on accumule de la dette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bilans des banques centrales, le bilan de la Banque Centrale Européenne équivaut à peu près un tiers du PIB européen. Les chiffres à peu près comparables aux États-Unis avec la Fed, ou au Japon avec la Banque du Japon. Donc ce sont des montants qui sont gigantesques. Et en plus, ce bilan est de très mauvaise qualité parce que ils ont acheté des actifs dévalués. Bon, pour la Banque Centrale Européenne, ce sont surtout des bons d'État grecs ou espagnols, italiens, donc des choses qui un risque de défaut partiel ou total assez élevé. Et si une banque avait un bilan comme ça, il y a longtemps qu'elle aurait sauté, qu'elle aurait coulé, et que plus personne... Enfin, voilà. Mais là, c'est la Banque Centrale Européenne, elle peut faire tourner la planche à billets, elle crée la monnaie quand elle achète un bon d'État grec, et c'est un jeu d'écriture, elle crée de la monnaie pour l'acheter. Donc là, c'est très facile. Sauf qu'au bout d'un moment, toute cette masse de monnaie qui se promène, qui pour l'instant n'est pas réinjectée directement, complètement dans l'économie, en tout cas pas dans les biens de consommation, donc ça ne fait pas d'inflation au sens classique du terme. Il y a une grosse partie de cet argent qui revient dans les coffres de la banque, donc qui est en quelque sorte gelé. Une partie qui va sur le marché boursier ou les matières premières, ce qui fait un peu des bulles d'actifs. Mais ça génère tout un tas de déséquilibres. Et toute cette montagne de dettes, un jour ou l'autre, ça rend le système plus fragile. Donc un jour ou l'autre, ça risque de provoquer une crise extrêmement grave. Philippe Herlin, la France emprunte pour payer sa dette. On est d'accord ? Oui, c'est exactement comme un ménage qui est surendetté, c'est-à-dire on ne dégage pas de revenus pour rembourser notre dette. Donc non seulement on a un déficit que l'on doit financer, et en plus il y a tous les différents emprunts qui arrivent à échéance, et pour les rembourser, on émet de la nouvelle dette. Donc voilà. Ça, c'est la meilleure façon de s'endetter encore plus. Alors Philippe Herlin, avec Olivier Delamarche, la dernière fois, lors de notre interview, on avait fait un petit exercice qui s'appelle Hibernatus. Vous connaissez ce personnage dans le film avec Louis de Funès, qui tombe dans le coma, et puis des années plus tard, il se réveille, et tout d'un coup, il s'aperçoit de ce qu'est la vie une fois réveillé. Et on a retrouvé un autre Hibernatus, des années 80, donc ça faisait 30 ans qu'il était dans le coma, et il s'est réveillé, et on a retrouvé son portefeuille. Regardez ce qu'il y a dedans. Ouvrez. Montrez-le bien. Donc des billets de 500. J'entends brûler-les, ça fait référence à Serge Gainsbourg. Alors, qui malheureusement ne valent plus rien, puisque depuis quelques mois, on ne peut plus les rapporter à la Banque de France. Exactement. Donc c'est du papier qu'on peut éventuellement encadrer. Je ne sais pas si ça a un prix chez les numismates, chez les collectionneurs. Ça vaut quelques euros. Quelques euros. Bon. Est-ce qu'il faut être nostalgique du franc ? Non, enfin moi, par rapport à cette problématique, je considère c'est pas le fait de revenir au franc qui nous permettrait de sortir de la crise actuelle. La France a un problème de compétitivité. Parce que les différents gouvernements, de droite comme de gauche, n'ont pas été capables de faire les réformes structurelles dont la France a besoin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'imposition, un taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB qui est le plus élevé d'Europe. Même les pays du Nord, qui pendant longtemps étaient devant nous, ont fait des réformes fiscales et ont retrouvé une compétitivité. Nous, on n'a pas su le faire, on n'a pas voulu le faire, et c'est pour ça qu'on a une économie qui n'arrive plus à créer d'emplois, qui n'arrive plus à créer de croissance, avec une dette qui augmente, et ça, à moyen terme, c'est extrêmement grave, parce qu'on va être coincé. Donc, le fait de revenir au franc, ça pourrait apporter un peu d'oxygène de façon purement temporaire, parce qu'on pourrait un peu dévaluer, donc on pourrait vendre un peu plus. Mais même ça, il faut savoir que
ce serait un bénéfice extrêmement limité et court, parce que quand on faisait ça dans les années 60-70, les pays émergents n'existaient pas. Bon, la Chine n'existait pas. La seule chose qu'ils produisaient, c'était le petit livre rouge. Donc, c'était pas... Le seul pays émergent de l'époque, c'était le Japon, à la limite. Bon, mais qui était sur des produits un peu spécifiques. Donc, quand on dévalue, on se retrouvait moins cher que nos concurrents qui avaient un niveau de vie comparable, l'Allemagne et les États-Unis. Donc là, effectivement, ça pouvait apporter un peu d'oxygène temporairement. Si aujourd'hui, on dévalue, on revient au franc et qu'on dévalue, on sera un peu moins cher, mais de toute façon, on sera toujours plus cher que les pays émergents. Donc, c'est pas du tout une solution. Et surtout, le fait d'avoir eu cette tendance à dévaluer, à avoir un franc faible, ça fait que les constructeurs n'ont pas cherché à monter en gamme, contrairement aux Allemands. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en concurrence frontale avec les pays émergents. On voit dans le secteur automobile où on est plus présent dans le haut de gamme, qui pourtant est très rémunérateur. Bon. Et il y a aussi l'histoire de la vignette, et là aussi la politique même de l'État qui fait tout pour décourager, y compris encore récemment avec ce bonus-malus complètement hallucinant qui monte jusqu'à 6 000 €, ce qui fait que ça veut clairement dire qu'on tue le haut de gamme français. Et même les voitures familiales vont avoir un bonus de 2 à 3 000 €, ce qui fait nettement plus de 10% du prix. Donc ça devient vraiment rédhibitoire. Donc on fait tout pour tuer le secteur automobile français. Et puis après, on s'étonne que les entreprises soient en difficulté. Donc c'est vraiment un problème politique français, d'incapacité de ceux qui nous dirigent à faire des réformes. Le fait de revenir au franc, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution pour la Grèce ou des pays en difficulté. Et moi, je défends l'idée d'une double circulation. Bon, alors, on va parler des solutions un peu plus tard. J'ai entendu tout à l'heure Hélène Ferrand-Polony dire brûler le billet de 500 francs en référence à Gainsbourg. Ça tombe bien parce qu'on l'a, cette vidéo. C'était prévu. Je vous la montre. En 84. Ouais, je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Ouais. Je vais vous dire ce qui me reste. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire. Je m'en fous en tout, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire et tout. Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde? C'est mon pognon, je n'ai rien à cirer. Voilà, ce qui me reste, c'est 500. Olivier Delamarche, Serge Gainsbourg s'arrête à 74%. Hollande parle de 75%. Enfin, vous me ferez pas parler des politiques actuelles parce que c'est juste hallucinant. On est tombé dans un truc qui chaque jour apporte son lot de surprises. Mais 75%, en fait c'est 100, parce que si vous rajoutez la CSG-CRDS, ça fait 100, donc c'est juste ridicule. Mais il paraît que selon je ne sais plus quel ministre, ça ne provoque pas de départ à l'étranger, que tout va bien, etc. C'est pas ce qu'on a comme écho quand on s'adresse à des fiscalistes, mais eux en sont persuadés. Donc comme tout va bien, il faut continuer comme ça. La vie est belle. Mais sur le retour au franc, je suis d'accord avec Philippe. En plus, c'est une solution de facilité. C'est-à-dire que si jamais nous sortions de l'euro, on n'aurait plus aucune contrainte, on n'aurait plus aucune barrière, et alors là, ça serait la fête. Hein, un peu comme en 81 quand Mitterrand est arrivé, c'est-à-dire que c'est distribution pour tout le monde. Et là, vu le niveau auquel on est déjà, je pense que ça se finirait assez mal. Alors je m'explique sur la comparaison entre les banquiers centraux et Madoff. Malheureusement, ça va revenir au même. C'est-à-dire que Madoff, c'était 50 milliards, c'était un escroc. Mais ce qu'ils sont en train de faire est aussi une escroquerie. C'est-à-dire que ça va ruiner les épargnants, qu'on vous dira à ce moment-là que pas de chance, on ne peut rien y faire, mais, et ça sera l'État que vous aurez en face de vous, ça ne sera plus les banques, mais ça reviendra exactement au même. Aujourd'hui, quand vous prenez un produit d'épargne, quel qu'il soit, que ce soit les livrets A, que ce soit les comptes sur livret, les différents
P quelque chose, plan d'épargne, machin, plan d'épargne, truc, etc. Tout ça, c'est des créances sur la banque. Quand vous prenez un contrat d'assurance vie, c'est une créance sur l'assureur. Or, je vous rappelle la constitution de l'actif d'un assureur. C'est quoi? C'est 0 à 10% d'immobilier, c'est 0 à 10% d'actions. D'accord? En général, les deux plutôt autour de 6-7 d'ailleurs que de 10. Et tout le reste en obligation. En obligation européenne. D'accord? Donc, tout 100% dans la devise européenne, premièrement, et en obligation. En obligation, la grande partie des 80-85% qu'il y a dans l'actif d'un assureur, c'est des obligations souveraines. Le reste, donc obligations espagnoles, grecques, italiennes, françaises et compagnie. Le reste est en obligation corporate. Alors en obligation corporate, on pourrait dire c'est bien d'avoir des obligations LVMH, Danone, L'Oréal, etc. J'en passe. En effet, vous avez quelques chances d'être remboursé. Malheureusement, c'est pas ça. C'est-à-dire que la grande partie des obligations corporate que vous avez dans un fonds euro ou dans l'actif d'un assureur en général, ce sont des obligations bancaires et financières. Financière Peugeot, la Banque Société Générale, la Banque BNP. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'il se trouve qu'il y a quand même des relations un peu incestueuses entre la banque et l'assurance qui font qu'il y a plus d'obligations bancaires. En plus, vous avez des obligations bancaires parce que les banques avaient besoin d'argent depuis 4 ans, donc elles ont émis la financière Peugeot. Je suis allé regarder les obligations émises par la financière Peugeot. Il y en a 4 par an. Donc évidemment, ça a permis aux assureurs de les acheter parce qu'il y avait des gros volumes. Et puis, parce que, comme elles étaient déjà pas très, très en forme, vous aviez des taux d'intérêt qui étaient supérieurs aux taux d'intérêt que vous pouvez trouver sur une obligation LVMH ou Danone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis ça dans les portefeuilles. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer le jour où la Grèce, l'Espagne, l'Italie vont dire on ne rembourse pas? Parce que c'est ça qui va se passer, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, le jour où vous avez un défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une créance sur un assureur, mais il ne peut pas vous rembourser, il fait quoi? Et vous pensez que ça va être l'État qui va se porter garant? L'État n'a pas les moyens de se porter garant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe qu'on vous dit votre créance, elle était de 100, elle est de 50 maintenant. Et puis, allez voir ailleurs si j'y suis. Et vous allez avoir ça dans absolument tous les pays. Le Japon va faire défaut sur sa dette, c'est une évidence. Ça choque tout le monde quand je dis ça, mais c'est une évidence tout de même. Aujourd'hui, en 2012, le Japon a besoin d'émettre plus que le revenu national. Bon, ça veut dire que là, c'est plus une question d'épargne. Donc, ça veut dire que les Japonais ne peuvent en aucun cas souscrire à toutes les obligations qui vont être émises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Japonais vont être obligés d'aller sur le marché. Et à partir du moment où ils vont sur le marché, vous trouverez... Alors, c'est vrai qu'ils sont... souvent, les banquiers sont incompétents, mais pas au point quand même de s'acheter une oblige à 10 ans avec un rendement de 0,7%, alors qu'ils savent pertinemment qu'on ne va pas leur rembourser. Donc, je pense qu'ils vont éviter d'y aller. Et donc, ils vont demander quoi? Ils vont demander un taux d'intérêt supérieur. S'ils demandent un taux d'intérêt supérieur, c'est plié pour le Japon. C'est-à-dire que quand vous avez 230% de dette, on va arrondir à 250 parce que je pense qu'on va être bientôt à 250. À 250, si vous avez des taux à 3%, d'accord, ça vous fait du 7,5%. D'accord? 7,5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas une croissance d'au moins 7,5% de votre PIB par an, vous ne pouvez pas payer les intérêts. Donc votre dette, elle continue à augmenter. Donc il y a un moment où les choses coincent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, vous ferez défaut sur votre dette. Donc, alors défaut, après, on peut toujours parler d'hyperinflation. Il y a plusieurs façons de faire défaut. Mais de toute façon, c'est un défaut. Et donc à ce moment-là, vous aurez le même problème qu'avec Madoff, sauf que ça sera multiplié par 1000. Voilà, donc, alors maintenant, après, il y a un débat. Est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Donc, est-ce que c'est des escrocs ou est-ce que ce sont des gens simplement
inaptes à faire le boulot qu'ils sont en train de faire, je dirais à la limite, peu importe, ça revient au même. Vous parliez de qui? Des banquiers, des assureurs, des aussi banquiers, des journalistes centraux, et de tout le petit monde de la finance qui continue à danser autour du feu en se disant que plus longtemps il danse, mieux c'est, parce que... Ça, le Français moyen, il comprend pas. Il écoute les journalistes, il écoute la radio, la télé. Est-ce que... Le Français moyen, il commence à le sentir. Il commence à le sentir, mais dans les entreprises, il commence à le sentir. Il n'a pas forcément la compétence. Le Français moyen, il se fait virer, il a de plus en plus d'impôts, il commence à le sentir. Mais il n'a pas forcément la compétence pour trouver des solutions. D'ailleurs, peut-être que tout à l'heure, vous nous... Si, il retire son argent. Aujourd'hui, alors vous n'avez pas un bank run comme vous avez eu en Grèce ou d'ailleurs en Espagne, puisque ça fait quand même plusieurs mois que les Espagnols retirent leur argent à toute vitesse des banques espagnoles. Mais aujourd'hui, vous avez un... On ne va pas appeler ça un bank run parce que c'est pas encore, je pense, au niveau du bank run. Mais aujourd'hui, vous avez tous les jours des gens qui retirent leur épargne, soit des banques, soit des assurances-vie, parce que... Ça, vous le confirmez ? Parce qu'ils sentent que ça ne va pas. Alors, juste avant, vous gardez le micro, juste avant, je vais vous faire regarder cette vidéo, justement. Je pense, je l'ai déjà dit, je crois, à plusieurs reprises sur votre entraîne, Nicolas, qu'en France, on ne bougera vraiment que le jour où on mettra sa carte de crédit dans l'ATM et que le distributeur automatique, et que ça ne sortira pas. Que ce soit le distributeur automatique de votre banque, le compte bancaire d'un employé public ou celui d'un retraité. Et je pense que ce jour-là se profile. Ce jour-là se profile. Alors, vous êtes en train de nous dire que les Français commencent à réagir, et lui, il dit qu'on ne bougera pas tant qu'il n'y aura plus d'argent. Vous avez un niveau, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... en effet, il y a un moment où vous arrivez à ce qui s'est passé en Argentine, où vous aviez la queue devant la banque et des gens qui demandaient leur argent et on ne leur donnait pas. Là, on n'en est pas encore arrivé là en France, parce que de toute façon, vous vous en apercevrez quand ça arrivera, parce que vous ferez partie de ceux qui sont... devant la banque. Donc voilà, mais en attendant, ça n'empêche que vous avez... Alors c'est pas la peine aujourd'hui, il y a une espèce de déni généralisé. Il n'y a aucun Français qui s'expatrie à l'étranger, il n'y a pas d'argent qui sort des banques, il n'y a pas de crise, tout va bien. Donc on se demande d'ailleurs pourquoi on en parle, puisque tout va bien. Mais non, il y a aujourd'hui, vous avez plein de gens qui retirent leur argent, et avec difficulté, parce que... essayez de demander de l'argent à votre banquier ou à votre assureur, vous allez rigoler pendant un petit moment. Ils font absolument tout pour pas le rendre, comme si c'était le leur d'ailleurs. Mais voilà, il y a aujourd'hui des gens qui partent et beaucoup de gens qui partent. Donc, cet extrait quand même est extraordinaire parce que c'est un banquier qui parle, c'est Jean-Michel Steg. On en a peu des révélations comme ça. Vous avez des gens conscients toujours, hein. Et puis vous avez tout un petit monde de bisounours voilà. Ça a toujours été. Il n'est pas banquier, il est investisseur. Oui. Ouais, il est plus malin. Voilà, oui, c'est ça. Comme ça que vous... François-Xavier, le phénomène aussi qui est intéressant, vous parliez de l'Argentine au début des années 2000, c'est que malheureusement, et cette métaphore avec le distributeur automatique et l'argent qui ne sort pas, ça illustre un phénomène qui est bien connu, c'est que malheureusement les plus faibles, ce sont les couches les plus populaires, les gens qui ont l'information le plus tard. C'est un petit peu comme sur les marchés, c'est toujours les petits porteurs qui se font avoir les premiers. Et nous, un phénomène qu'on constate au cabinet depuis longtemps, c'est qu'il y a une sortie massive de la zone euro, c'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient effectivement titulaires de produits en assurance vie, par exemple, mais ça pouvait être des comptes titres ou des certificats de dépôt, enfin tout type de produits, ont liquidé pour aller d'abord plutôt dans les pays du nord de la zone euro,
Luxembourg-Allemagne, en faisant ce calcul, en se disant s'il y a un split, vaut mieux être dans les pays du Nord, ou un éclatement complet, vaut mieux avoir une conversion en Deutschmark ou en francs luxembourgeois, parce que s'agissant de pays moins endettés, ce sera moins défavorable, avec cette crainte, je dirais, du syndrome du dimanche soir, c'est-à-dire ce qui s'est produit en Argentine. On en apprend un dimanche soir que, par exemple, l'euro a fait l'objet d'une scission ou d'un éclatement complet, et vous êtes reconverti en francs et vos francs valent par exemple 30% de moins que les Deutschmark. C'est quelque chose qui pourrait se produire. Je parle bien sûr sous le contrôle de mes interlocuteurs. Il y a des gens assez initiés qui nous tiennent ce discours depuis longtemps et qui ont eux-mêmes aménagé leur patrimoine en fonction de cette menace. Donc ça accrédite tout à fait le développement qui était fait par le représentant du groupe Blackstone. Et malheureusement, les gens les plus modestes, ils n'ont pas ces possibilités d'aménagement, et ce seront effectivement ceux qui seront bloqués aux distributeurs de cartes bleues sans pouvoir retirer leur argent. C'est une situation extrêmement grave. Est-ce que vous pensez que les Français sont conscients de ça ? On est dans le déni, Olivier Delamarche, vous disiez. On est dans le déni. Vous avez comme toujours, vous avez des gens qui en sont conscients, et puis vous avez des gens qui sont absolument ou inconscients totalement, ou alors qui sont très très loin du compte. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent, bon, finalement, ça va pas se passer si mal qu'on le dit. Vous avez ce déni qui est qu'on leur a rentré dans la tête depuis des années qu'un pays ça faisait pas faillite. Bon, alors quand on leur dit là, oui, mais enfin l'Argentine ça a quand même fait faillite, alors là on vous répond oui, mais enfin c'est les Argentins, quoi. Donc pourquoi ils sont différents de nous? Non, non. Et puis la Grèce, non, ils ont triché. Donc c'est pas la même chose. Et puis l'Espagne, on sait pas quoi, c'est des Espagnols, donc ils sont pas faits comme nous non plus. Il y a toujours cette phase de déni, mais exactement comme pour tout. Si on vous dit demain vous êtes à moitié mort, vous en avez plus que pour 8 jours. Forcément, vous allez passer par une phase de déni aussi. Donc, c'est humain. Mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens conscients que ça va pas très bien et que ça pourrait aller beaucoup plus mal. Moi, je pense que le déni s'explique aussi parce que les institutions financières font circuler ce discours selon lequel nous sommes garantis, que nos dépôts sont garantis. Il y a la garantie pour les établissements bancaires avec le fonds de garantie des dépôts et la garantie au titre des contrats d'assurance vie et de capitalisation avec le fonds de garantie des assurances. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a une franchise. Si la Société Générale, mais de fait, il y a une franchise énorme. Si la Société Générale, qui a 11 millions de clients, fait faillite, le fonds de garantie des dépôts réparti entre ces 11 millions de clients fait que chacun d'entre eux percevra à peine 100 €. Et on vient vous dire que la garantie est de 100 000 € et que d'ailleurs les clients ont intérêt à répartir leurs fonds sur différentes banques. Comme ça, ils auront plusieurs fois 100 000 €, ce qui est complètement faux. Premier dépôt d'une banque de place, Crédit Agricole, Société Générale, le fonds de garantie, il est mis à sec. Donc il n'y a pas de garantie. Et c'est strictement la même chose avec les assurances vie. Donc il faut voir le discours que l'on nous tient. En 2008, alors c'est pas nouveau ces histoires de retrait de fonds, parce que en 2008, on a eu la première concrétisation au niveau des banques au quotidien, la libération de l'épargne des particuliers. Nous avons eu des dossiers en 2008, donc à la suite de l'éclatement de la crise des subprimes, où certains de nos clients nous ont saisi de la difficulté suivante. Ils avaient quelques dizaines de milliers d'euros, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais c'était leur épargne et ils voulaient la récupérer. Ils ont voulu la récupérer auprès de leurs établissements bancaires qui leur ont refusé. Ils leur ont demandé 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Certains ont mis 1 mois et demi, 2 mois pour récupérer 40 000 €. D'où le retrait de l'argent actuellement dont vous parliez. Voilà, donc c'est déjà arrivé. D'accord. C'est déjà arrivé, puis vous avez la même problématique, hein, c'est-à-dire que... vous avez la même problématique, c'est-à-dire qu'en 2008, comment ça s'est passé? On s'est aperçu qu'il y avait des subprimes dans tous les fonds de trésorerie.
d'accord, toutes les SICAV de trésorerie, toutes les OPCVM de trésorerie, vous aviez des subprimes. Pourquoi? Parce qu'il fallait gagner 0,01% de plus que le petit copain d'à côté, parce que comme ça permettait commercialement d'attirer des capitaux. Donc ils y sont tous passés, on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait des paumes dans des SICAV de trésorerie, donc quelque chose qui normalement vous ne pouvez pas perdre de capital dessus. Et ben là, ils ont perdu du capital dessus. Là, c'est exactement la même chose dans les assurances. Ça continue à être la même chose dans les SICAV de trésorerie. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule SICAV de trésorerie, je pense, à Paris, où vous n'aviez pas de financière Peugeot. Ça n'existe pas. Bon, là, il y a quand même un pépin sur la financière Peugeot. Alors, l'État va apporter sa garantie, soi-disant, de 7 milliards. Très bien. Je ne sais pas où il va les trouver, d'ailleurs, mais enfin bon. Alors, évidemment, à chaque fois, on vous dit c'est une garantie, donc ça ne sera pas exercé. Dexia aussi, on nous disait que c'était une garantie, donc ça ne serait pas exercé. Ça a coûté quand même quelques milliards à tout le monde. Donc, là, ça sera exactement la même chose. Et donc, vous avez tout de même, on voit, il y a eu la banque... la banque immobilière, là, oui, qui a explosé en vol. Vous avez Groupama, quand même. Personne n'en parle. Enfin, Groupama, ça a fait faillite. Quand on ne paye pas une échéance d'intérêt sur un emprunt, en général, ça s'appelle une faillite. Bon, Groupama, on sait bien, enfin, moi j'ai vu ça nulle part sur BFM, personne n'en a parlé, mais enfin, vous avez Groupama, qui est quand même pas un petit groupe d'assurance vie, et qui a fait faillite. Et personne ne bronche. Mais il y a un moment où, alors, tant que c'est Dexia, tant que c'est le Crédit Immobilier de France, tant que c'est Groupama, c'est à peu près contrôlable. Ça a été repris par la Caisse des dépôts, Groupama, donc c'est à peu près contrôlable par l'État. Le jour où vous avez un Generali, un AXA, tout autre grand groupe d'assurance qui va avoir un pépin, ce jour-là, en plus, malheureusement, les pays seront déjà tellement surendettés que c'est pas, qu'ils ne pourront pas apporter quoi que ce soit comme garantie. Et alors là, vous vous retrouverez comme avec Madoff, mais en plus gros. Philippe Herlin va réagir. Et je vais aussi lui poser une question en même temps, vous pourrez répondre. D'après ce que j'ai compris, vous pensez que pour la crise à venir qui arrive à grands pas, les assureurs, le vrai risque, ce sont les assureurs. Enfin, c'est ce que à ce niveau-là, on ne fait plus le tri, parce que ce sera les banques, les assureurs... ce sera bon. On parle beaucoup des banques et les assureurs. Ah non, il ne faut pas les oublier non plus. Mais d'ailleurs, je pense même que cette histoire de retrait massif est déjà même prévue par la loi. Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu ça dans la presse, qu'il existe un article L612-33 du Code monétaire et financier qui autorise les assureurs à geler les avoirs des clients en cas de rachat massif. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une baisse tendancielle qui n'est pas terrifiante, mais qui est significative de l'assurance vie. Bon, ça reste gérable. Et il faut savoir que quand il y a des clients qui partent, ça oblige les sociétés d'assurance à vendre leurs obligations avant l'échéance, et donc à encaisser des pertes, alors que si le garde jusqu'à l'échéance et qu'il n'y a pas de défaut, bon, ça limite un peu le... Mais là, ça oblige à vendre des obligations avant l'échéance, donc c'est problématique. Et donc là, la loi prévoit même que s'il y a un bank run pour les sociétés d'assurance, on vous dira, bah non, c'est pas possible. Le placement préféré des Français pourrait devenir le placement maudit des Français dans ce cas-là ? Ça pourra devenir un piège. C'est évident qu'en cas de crise, la façon la plus rapide d'éteindre l'incendie, c'est de demander instamment aux gens de ne pas vider leur compte d'assurance vie. Voilà, et on fera en sorte de faire une loi enfin, la loi existe déjà, et puis on expliquera aux gens que c'est juste un petit moment à passer et qu'après ça ira mieux, quoi. Mais ce sont des phénomènes auxquels on assiste. Alors, pour la France, j'ai pas de chiffres ou d'infos, mais on sait que pour la Grèce, pour l'Italie et pour l'Espagne, il y a des flux de capitaux qui sont donc significatifs. Donc c'est les gens qui sont un peu informés, donc entreprises ou des particuliers qui ont des revenus significatifs, qui ont les moyens d'ouvrir un compte dans les pays du Nord, en Allemagne ou aux Pays-Bas, comme vous l'expliquez, sachant que si la monnaie, l'euro explose, il vaudra mieux avoir des futurs de Schmark plutôt que des futurs drachmes ou des futurs lire. Donc c'est le calcul qu'ils font. C'est d'ailleurs un calcul que font aussi les banques, parce qu'il y a le cas de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank au Portugal, ça c'est réel, j'ai lu, c'était juste une brève, on n'a pas trop parlé. La Deutsche Bank au Portugal, quand elle s'est installée, c'était une banque
de droit portugais contrôlés, enfin, vraiment installés au Portugal et sous le contrôle de la Banque centrale portugaise. Et quand les choses ont commencé à aller mal pour Portugal, ils ont changé de statut pour n'être plus qu'une simple représentation commerciale, de façon à dire aux Portugais qui venaient placer leur argent, ne vous inquiétez pas, nous sommes seulement une vitrine, mais l'argent que vous mettez chez nous, il va directement en Allemagne. Et donc, si la zone euro explose, vous aurez des Deutschmark. Voilà. Et donc, ça sert même d'argument commercial. Voilà. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qui sont en train de se mettre en place et qui se traduisent par des flux de capitaux qui partent de Grèce, d'Espagne, d'Italie. Alors, ça va poser des problèmes parce que les banques, là, qui ont déjà à leur actif des bons d'État qui valent pas grand-chose et voient en plus le cash de leurs clients partir, donc ça dégrade encore leur situation. Et ça peut amener une situation qui n'est pas contrôlable par les autorités européennes. Parce que quand c'est un pays qui a des problèmes de financement, quand on sait que la Grèce a une échéance à telle date, bon, on sait qu'on a au moins jusqu'à telle date pour trouver de l'argent et le mettre dedans. Quand ça se passe dans des banques et c'est du privé, c'est moins identifiable et ça peut amener un clash, une faillite de banque et un effet un peu comme Lehman Brothers de panique en réseau. Et Philippe Erland, c'est pour ça que c'est dangereux. Flux de capitaux, on va illustrer ça par cette vidéo. La menace actuelle de 2012, le chaos social européen. Benaouda Abdelrahim, vous avez vu cette information dans la presse helvétique, hein, l'armée qui s'entraîne à des scénarios de violence civile liés à l'instabilité économique en Europe. C'est terrifiant. Oui, une armée très organisée, très transparente. Sur le site du ministère de la Défense suisse, on trouve ça, hein, en cherchant, c'est assez simple. Un exercice grandeur nature avec 2000 soldats censés mobiliser les frontières, les aéroports, les gares, pour faire éventuellement face à un afflux de réfugiés. Alors je vous cite les pays: Grèce, Espagne, Italie, France et Portugal. Ça peut dégénérer, cette crise de la zone euro peut dégénérer dans quelque chose de beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, la Suisse neutre doit veiller à ses intérêts, c'est-à-dire défendre ses Est-ce que de troubles sociaux, est-ce que les pays concernés prennent l'ampleur de la mesure, hein, on ne sait pas. La gendarmerie française, par exemple, la gendarmerie nationale, est-ce qu'elle planche sur des scénarios d'émeutes, par exemple? Je pense que si on pose la question, aucun officiel ne le reconnaîtra, mais enfin, on ose espérer que ce type de scénario est à l'étude. En tout cas, voilà qui n'est pas rassurant, Benaouda Abdelrahim. Hein. En tout état de cause, si vous fouillez là sur le site du ministère de l'Intérieur et de la Défense, il n'y a pas cette franchise qu'ont les Suisses en disant il faut notre concept d'exercice, le stabilo doué. Stabilo doué, c'est voilà, l'exercice en effet. Repose sur un scénario supposant l'instabilité d'une partie de l'Europe spécialement délimitée géographiquement pour l'occasion. La Suisse connaît également des troubles, des attentats et des actes de violence. Voilà, il s'y prépare. La France, peut-être bien bon. plus, peut-être maintenant. En tout cas, aucun officiel ne le reconnaîtra, enfin en tout cas ne le dit aujourd'hui, mais ce serait, j'espère, je pense, irresponsable de ne pas l'envisager. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Erland? Si les Suisses s'inquiètent, c'est vraiment que la situation est grave quand même. Et ils sont plutôt bien informés parce que c'est eux qui récupèrent une partie de l'argent des Grecs et des Espagnols, voilà, donc ils sont bien informés. Mais je pense qu'au niveau européen, on prépare ce type de scénario parce que il faut aussi maintenir l'ordre en cas de panique. Si les gens, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation non linéaire de signes noirs, comme dirait Taleb, c'est-à-dire tout va bien, et puis le jour où on n'a plus de billets quand on met sa carte dans le DAB, tout va mal, quoi. Il y a une formule des services secrets anglais qui explique qu'entre entre la civilisation et le chaos, il y a 3 repas. Voilà, c'est-à-dire que si les gens ne peuvent pas faire, on compte pas le petit-déj, mais si les gens ne peuvent pas faire 3 repas, là, c'est l'instinct de survie qui commande, et voilà, et toute la civilisation tombe en ruine, et il faut manger. Voilà. Donc vous, je pense que c'est déjà pris en compte, oui, par les... Pour vous, c'est pas de la science-fiction, non, pas du tout, ça peut arriver. Bah, en Argentine, on l'a vu, hein, les gens font la queue devant les banques, et puis ensuite, ils pouvaient retirer une petite somme d'argent qui permettait de pouvoir manger. Il peut y avoir ces formules-là où les bons alimentaires, il y a près de 40 millions d'Américains qui vivent avec des bons alimentaires en ce moment. Il faut le savoir. Donc voilà. Donc ça permet d'éviter les clashs, mais c'est des situations qui sont très fragiles. On achète la paix sociale? Là, c'est différent. Là, c'est qu'on évite le chaos. Enfin, si c'est un cas c'est une étape bancaire, c'est l'étape d'après. C'est pas très rassurant tout ça.
Ce qu'on pourrait attendre au minimum de la part des pouvoirs publics, c'est une réaction. Alors sur notre domaine, qui est celui de la justice, il nous semble absolument indispensable que les juges exercent le contre-pouvoir qui est entre leurs mains. Parce que tout ceci, c'est pas toujours la faute de l'autre. Il faut bien que quelqu'un explique, oui, qu'on identifie les responsabilités et que les sanctions encourues soient appliquées. Au niveau européen, moi, j'ai eu l'occasion d'être invitée dans un aréopage de banquiers supposés parler d'éthique financière. Et quand j'évoque la responsabilité de Goldman Sachs pour l'entrée de la Grèce dans l'euro, on me dit, bon, on fait l'éthique financière, mais ça, c'est un détail. Ce n'est pas une question de responsabilité qui va permettre de trouver la solution. Et là, je sais que on était loin de la trouver, la solution. Si aujourd'hui, on peut traîner en justice en Europe un dictateur sanguinaire africain et obtenir sa condamnation, on doit pouvoir quand même faire répondre de leurs responsabilités les établissements bancaires, leurs dirigeants. Et pour nous, c'est indispensable. Donc il faut absolument, en ce qui nous concerne, pour nos clients qui sont des épargnants, qui sont des particuliers la plupart du temps, ou des petites entreprises qui ont placé, selon de mauvais conseils, leur trésorerie et qui ont perdu beaucoup d'argent, c'est vrai qu'on demande aux magistrats de faire leur métier et d'appliquer les sanctions puisqu'elles existent et que cela aboutisse à une indemnisation complète du préjudice financier subi par tous ces épargnants. L'ennui, c'est que... là, je suis d'accord sur le Goldman Sachs et la Grèce, mais derrière, il y a quoi? Il y a les politiques. Vous allez aussi les poursuivre? Parce que qui a fait rentrer la Grèce dans l'euro? C'est pas Goldman Sachs qui l'a fait rentrer, c'est bien les politiques. Qui a fait rentrer l'Irlande dans l'euro? C'est bien les politiques. C'est une volonté politique. C'est une volonté des députés européens. C'est pas une volonté de Goldman Sachs. Alors que Goldman Sachs ait truqué les comptes, etc., qu'ils aient, par des méthodes diverses et avariées, fait camoufler la situation réelle de la Grèce, d'accord. Mais qui, au départ, a fait rentrer un pays qui n'avait rien à faire dans l'euro, qui était la Grèce, parce qu'il n'avait pas une économie qui était suffisamment compétitive pour marcher au même pas que l'économie allemande et que les autres économies? Qui? C'est pas Goldman Sachs. Au départ, c'est bien une décision politique. Donc, il faut aussi s'attaquer aux politiques qui ont là eu des idées qui sont totalement irresponsables. Qui fait que on a introduit l'Irlande dans l'euro? C'est une aberration. L'Irlande, c'était un pays pauvre, il y avait 3 moutons et 2 distilleries de whisky, et tout d'un coup, il y a un espèce d'énarque qui s'est dit tiens, on va faire rentrer l'Irlande dans l'euro. Bon, ok. Ils font entrer l'Irlande dans l'euro, on lui déverse des milliards sur son île, et on lui permet d'avoir, on lui donne un business model de fonctionnement d'une nouvelle économie pour les Irlandais. On leur donne un business model, c'est partout dans tous les pays européens, on paye 30% à peu près d'impôts sur les entreprises, vous, ça sera 12%. Ok, très bien. Et puis après, on crie au miracle. On dit, quand même, c'est le miracle irlandais, c'est fabuleux, l'Irlande, notre modèle à tous. Bon, et puis après, on s'étonne quand ça explose. Mais il n'y a aucun étonnement à avoir. On savait que ça allait exploser. Ça peut pas. On peut pas faire tenir une économie entière sur une réduction d'impôts. C'est ridicule. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Donc, qui est coupable là? C'est pas Goldman Sachs en Irlande. C'est bien les politiques qui ont fait rentrer les Irlandais alors qu'ils n'avaient pas à les faire rentrer. Donc, c'est nous aujourd'hui qui payons. C'est l'épargnant français qui va payer, c'est le contribuable français qui va payer, et puis les autres. Mais là, c'est pas Goldman Sachs qu'il faut aller poursuivre, c'est les dirigeants des États au moment où ça a été fait.
Oui, et le problème, c'est qu'à force de toujours reporter la faute sur l'autre, rien ne se fait et personne n'agit. Or, on sait très bien que c'est l'application de la sanction, le fait qu'elle soit encourue et la certitude qu'elle soit appliquée qui fera qu'il y aura une moralisation, y compris dans le domaine des affaires financières. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai été consternée. C'est dans un autre domaine, mais ce qu'on a entendu hier ou avant-hier, c'est-à-dire la suppression de la sanction consistant pour le cas où les élèves n'iraient pas à l'école, de la suppression des allocations familiales, ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, mais il faut bien voir que, en procédant ainsi, le gouvernement donne un signal complètement négatif. Les allocations familiales ne sont pas faites pour être supprimées. Ce qu'il ne faut pas regarder, c'est le nombre de fois où elles ont effectivement été supprimées. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de dossiers où des élèves n'ont pas déserté l'école ou sont retournés à l'école après quelques absences excessives parce que les parents ont été informés qu'ils risquaient d'avoir une suppression des allocations familiales. C'est la certitude de la sanction qui fonctionne et c'est comme si on disait le retrait de ces mesures est absurde. Moi, dans ces cas-là, je suis ravie, mais je veux qu'on autorise tout le monde à rouler au-delà de 130 sur l'autoroute. Parce que ce n'est pas parce que quelques milliers sur des millions de déplacements vont se faire choper à 130 sur l'autoroute que pour autant l'amende ne doit pas être encourue. Je suis d'accord, mais pas que les banques. Je suis de toute façon, là on a un problème et on a un problème bancaire depuis un bon moment, en effet parce qu'il n'y a pas de sanctions. Elles ont failli faire sauter le monde en 2008 et on leur a dit, mes petites chéries, on va s'occuper de vous, on va vous donner tout l'argent qu'il vous faut, etc. Et ils n'ont absolument eu aucune sanction. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils continuent joyeusement à augmenter leur bilan, à augmenter leur leverage, et évidemment, puisqu'il n'y a aucune sanction. Mais je crois que ça ne dispense pas un jour, il faut espérer qu'un jour ça viendra, où on aura aussi des sanctions contre des politiques qui font n'importe quoi. Alors moi je rejoins tout à fait ces propos parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est-à-dire que les institutions, on parle toujours des mêmes, à savoir des banques et des compagnies d'assurance, on vous l'a dit au début du débat, ne respectaient pas la loi sur un certain nombre d'informations essentielles à donner aux assurés, mais que ce soit sur les souscriptions de parts de SICAV ou en matière d'assurance vie, vous le disiez tout à l'heure, c'est le bas de laine des Français. Il y a 20 millions de contrats d'assurance vie qui sont en circulation. Donc s'il y a un domaine où les gens ont besoin d'être protégés, c'est bien celui-là. C'est plus important que s'acheter une maison, une voiture, puisque ce sont les économies d'une vie de travail qui sont investies sur un contrat pour être transmis aux ayants droit, c'est-à-dire aux enfants la plupart du temps. Et on a constaté, à notre grande surprise, que la loi était très très peu respectée, c'est un euphémisme, dans la diffusion des contrats d'assurance vie, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens n'avaient pas l'information minimale qui leur permettait de comprendre le fonctionnement du contrat et de comprendre leurs garanties. Et ça n'est que parce que nous avons fait massivement condamner les banques et les compagnies d'assurance sur ces sujets-là qu'on constate aujourd'hui, pas tout le temps, mais quand même plus qu'auparavant, et aujourd'hui on peut le dire la plupart du temps, la loi est respectée. Donc ça illustre ce propos sur la nécessité d'une sanction. Alors là, on est passé de la macroéconomie à la microéconomie. C'est des constats qu'on fait, nous, dans la défense individuelle des épargnants sur des sujets qui concernent les personnes physiques, chacune par rapport aux produits qu'elles ont pu souscrire. Mais cette protection-là, elle n'a fini que par exister, que parce que effectivement les juridictions, la justice a eu le courage de condamner les banques et les compagnies pour le non-respect du formalisme, et c'est ces condamnations systématiques et en grand nombre qui ont fait qu'aujourd'hui la loi est respectée. Donc effectivement, l'assainissement passe probablement par la sanction, et ça, c'est valable dans les situations individuelles en matière d'épargne. Alors là, on commence à vraiment parler de solutions, on parle de réglementation avec Olivier Delamarche. Vous souhaitez qu'on différencie la banque d'affaires et la banque de dépôt. Souvent, vous en parlez. Ça fait partie des solutions, la réglementation, les solutions juridiques, et on va parler aussi des solutions vraiment concrètes pour les épargnants, si vous le voulez bien. Alors, moi, je ferai juste une petite remarque pour bien séparer les deux cas. C'est-à-dire que vous avez le cas assureur et vous avez le cas bancaire.
parce que si au final ils vont au même endroit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de gros soucis tous les deux, ils ne vont pas avoir des soucis pour la même raison. C'est-à-dire que le principal problème des banques actuellement, c'est le leverage. Vous avez aujourd'hui un effet de levier dans les banques qui, comme elles n'ont pas eu de sanctions, continuent à être des effets de levier de 30, 35 en Europe. C'est pas la détention d'obligations, sauf pour certaines banques qui ont un stock obligataire, parce qu'elles se sont, en général, elles s'en sont débarrassées, elles les ont refilées à la BCE. Donc c'est plus vraiment le problème du banquier. En revanche, l'assureur, c'est le problème de la dette. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, à 85%, l'actif d'un assureur, c'est constitué de dettes. D'obligations. Et donc, c'est pas du tout, ça viendra pas du tout. Alors, vous allez me dire, mourir par noyade ou par le feu, c'est la même chose. Mais de toute façon, le résultat, vous êtes mort. Mais vous êtes quand même dans une situation qui n'a pas grand-chose à voir. Là, vous avez des obligations qui, à un moment, ne seront pas remboursées, donc il y aura un problème. Sinon, sur ce qu'on appelle de nos voeux, mais depuis très longtemps, c'est le Glass-Steagall Act, enfin le retour à un Glass-Steagall Act. Pourquoi ? Parce qu'il faut, justement, il faut qu'il y ait une sanction. On aurait dû le faire en 2008, le Glass-Steagall Act. Il ne sera pas fait, d'ailleurs, parce que il y a des lobbies bancaires qui sont suffisamment puissants pour que ça ne se fasse pas. Et puis, en général, si vous voulez, quand vous voulez négocier avec quelqu'un, surtout de la force d'un banquier, il vaut mieux qu'il soit en train de se noyer. Si vous le récupérez, que vous le séchez, que vous l'engraissez, que vous lui demandez après la permission de faire le Glass-Steagall Act, il vous envoie paître. Ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les années qui ont suivi 2008. Donc aujourd'hui, ça me paraît difficile. Il y en aura un, de fait, le jour où les banques feront faillite. C'est-à-dire que là, elles n'auront pas le choix. Donc on le fera à ce moment-là. Mais à froid, comme ça, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et le Glass-Steagall Act, pourquoi ? Tout simplement, ça c'est une question de bon sens, c'est séparer les activités à risque des activités qui financent l'économie. Un banquier, ça n'a jamais été fait au départ pour jouer sur les marchés, c'est pas son boulot. Maintenant, il fait plus que ça, donc c'est là qu'il y a un problème. Donc que la banque de dépôt soit séparée de la banque de marché, et puis vous remettez la banque de marché sur les marchés financiers, et puis le jour où elle fait un mauvais trade, elle saute, et puis personne ne s'en occupe, et il n'y a absolument aucune raison de venir à son aide. On parle beaucoup, et à chaque fois, de ce qui est amusant, on parle beaucoup, et à chaque fois, de cette crise comme étant une crise du capitalisme. C'est pas du capitalisme, on vient au secours. Dans le capitalisme, vous venez pas au secours. Vous avez un type qui prend des risques, qui met son argent sur la table, qui prend des risques. Le jour où il a un problème, il saute. Et puis voilà. Là, aujourd'hui, on est en pleine crise du socialisme plutôt que du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, on vient au secours des banquiers systématiquement. On vient les tirer de là et avec de l'argent public. Donc, que je sache, c'est pas le fonctionnement normal du capitalisme. Donc, pour vous, crise du socialisme. Moi, j'avais retenu d'autres termes crise de confiance, crise de la dette, crise de l'intérêt de la dette, crise de liquidité, crise de solvabilité. C'est quelle crise ? C'est plutôt crise de solvabilité que de liquidité. C'est là que Bernanke, d'ailleurs, s'est trompé il y a quelques années. Il a cru que c'était une crise de liquidité. C'était pas une crise de liquidité, c'était une crise de solvabilité. Donc, il l'a réglé. D'ailleurs, il a appliqué des remèdes qui étaient des remèdes d'une crise de liquidité, sans s'apercevoir que pendant ce temps-là, il creusait la crise de solvabilité, et qu'une crise de solvabilité, malheureusement, il n'y a pas 36 manières de s'en tirer, si je peux appeler ça comme ça maintenant, parce que je pense qu'on est allé beaucoup trop loin pour pouvoir s'en tirer facilement. Et à force de ne pas vouloir que les États-Unis notamment rentrent en récession, il a pris des décisions qui étaient de mauvaises décisions. Et maintenant, il va falloir régler la note, quoi. Tout le monde pense que
c'est facile. Il suffit d'émettre des billets, et puis on émet des billets, puis on règle tout. Et il n'y a aucune conséquence à l'émission de billets. Alors moi j'avais dit une fois, s'il n'y a aucune conséquence à l'émission de billets, eh ben, émettons tous. On rentre, il y a la photocopieuse, on fait 10 millions d'euros, puisqu'il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune raison que ça choque qui que ce soit. Donc il ne faut pas enfermer les faussaires, il faut les laisser en liberté. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec M. Bernand, qu'on l'a laissé en liberté. Mais il faut arrêter. Il y a des conséquences à l'émission de billets. Il y a des conséquences et qui vont être terribles. Et donc, plus on en émet, plus ça va faire mal. Donc, si vous tirez sur un élastique, vous savez qu'à un moment, plus vous tirez dessus, plus il va vous revenir vite dans les doigts et plus ça va vous faire mal. C'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait n'a aucune conséquence. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Et quand on prend de mauvaises décisions, à un moment, on vous apporte la note. Donc, et j'ai peur que la note soit salée. Les conséquences vont être terribles. Olivier Delamarche. Voilà. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Et effectivement, on peut se poser la question à notre modeste échelle sur les conseils qu'on peut donner. Alors voilà, je voulais en venir. On va finir par les solutions. Ouais. Chacun va exposer ses solutions juridiques ou patrimoniales. Et ensuite, pour finir, chacun aura le mot de la fin. Et on va se quitter sur la chanson de Ben Dub. Voilà, allez-y. Alors, les conseils qu'on peut donner individuellement, d'abord une approche juridique, c'est que de plus en plus, les gens souscrivent des produits. Les derniers exemples qu'on ait eus, ce sont les produits, ce qu'on appelle les produits structurés. Ce sont des EMTN complexes avec des systèmes de barrières désactivantes qui font que les gens peuvent se retrouver sur des produits qui sont présentés comme à capital garanti, alors qu'en fait, ils ne sont qu'à capital protégé, si bien qu'ils peuvent se retrouver avec une perte en capital extrêmement conséquente, sans en avoir pris conscience, parce que le produit leur a été présenté comme quelque chose de sécuritaire, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, on constate au cabinet un accroissement de la sophistication, donc une difficulté qui s'accroît elle aussi quant à la compréhension des produits. Donc, le premier conseil qu'on donne aux gens, d'abord, ils sont fort simples, ils sont deux ordres. Le premier principe, c'est de faire confiance à personne quand il s'agit de gérer son argent, de tout vérifier soi-même, première chose. Secondo, quand vous souscrivez sur la foi d'un discours, on constate, ça c'est quelque chose de tout à fait symptomatique dans les opérations d'épargne, le discours qui est verbalement tenu lors de la souscription est toujours différent de l'écrit, toujours. Et on a toujours cette explication de la part du client. Ah, mais c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que j'avais compris. Il y a une grande différence entre les documents effectivement que vous avez sous les yeux et le discours qui m'a été tenu. Et pour ça, la règle, c'est évidemment de vérifier que l'engagement qui vous est donné lors de la souscription apparaît clairement dans la documentation contractuelle qui vous est remise au moment de la souscription. Et le dernier conseil par rapport à ça, c'est bien sûr de s'assurer que les choses sont compréhensibles. Parce que quand on a un accroissement de la complexité, forcément, les choses sont plus difficiles à comprendre. Et par voie de conséquence, on se retrouve quand on peut avoir par écrit quelque chose qui est à peu près en adéquation avec le discours, en réalité, de la documentation de l'information précontractuelle qui est difficilement compréhensible. Donc, quand on ne comprend pas un produit, on s'en éloigne. Ça, c'est le dernier principe, je dirais, qui est frappé au coin du bon sens. Enfin, il y a quelque chose qu'on dit, parce qu'on a eu ce discours sur les aspects macroéconomiques qui était tout à fait intéressant, ces constats que nous partageons tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, une épargne bien protégée par rapport à ces risques d'hyperinflation, par rapport à ces risques monétaires, par rapport à ces problèmes de loyauté dans l'information et par rapport à je dirais un comportement, un état d'esprit globalement dans les institutions et le système bancaire, c'est de se rattacher au réel. Qu'est-ce qui protège aujourd'hui l'épargnant de ces risques d'hyperinflation et de ces risques de choc monétaire? C'est les investissements réels. Donc ça va être effectivement, comme on le disait, l'or, effectivement l'immobilier, des choses tout à fait tangibles
qui vont résister aux crises. Alors, juste après, Philippe Erlin. J'ajouterais à ces éléments qui sont fondamentaux qu'un épargnant responsable doit toujours garder en tête qu'il ne peut pas faire confiance à son banquier parce que même quand il perd de l'argent, son banquier en gagne encore. Et l'illustration de ceci, ce sont nos clients qui sont venus nous voir au mois de septembre en nous disant « L'été, visiblement, a été porteur. J'étais en moins-value importante au mois de juin et ma moins-value s'est réduite de 80%. Je n'ai plus perdu que 20% au mois de septembre. Que dois-je faire ?» Notre réponse, vous arbitrez. Vous êtes sur un contrat d'assurance vie, vous arbitrez. Vous quittez votre produit structuré, par exemple, avec lequel vous aviez tant perdu d'argent, et vous allez sur le fonds euro. Ces personnes appellent leur banquier ou leur compagnie d'assurance et nous rappellent ensuite en disant, ils me disent, ce n'est pas possible, on ne peut pas vendre comme ça, on aimerait bien vous rencontrer, il faut réfléchir. Et nous leur disons, non, vous faites preuve de responsabilité vis-à-vis de votre épargne, cessez de vous laisser faire, vous avez compris qu'avec cette épargne, ces placements, vous pouviez perdre de l'argent. Vous ne voulez plus perdre d'argent, vous voulez arbitrer, ne vous laissez plus faire. Vous n'écoutez pas le banquier, vous arbitrez, vous partez sur le fonds euro, si c'est le fonds euro qui est le plus sûr, selon vous, et sous réserve de ce qu'a expliqué Olivier tout à l'heure longuement. Donc, être responsable dans le cadre de la gestion de son épargne. Alors, Philippe Erlin, tenez, vous m'avez demandé si Hibernatus avait un louis. On va voir si c'est le cas. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Bah, c'est un Napoléon. C'est un Napoléon. Donc ça a été émis entre 1802 et 1914. Et aujourd'hui, ça vaut encore tout à fait quelque chose, quoi. Ça vaut à peu près un peu moins de 300 euros. C'est un 20, exactement, c'est un 20 francs génie, pièce d'or française de la Troisième République. Donc il y a des Français qui investissent dans l'or physique et pas l'or papier. Vous pouvez nous expliquer? Alors oui, c'est fondamental. Enfin, déjà, la règle générale en période de crise, comme on est actuellement, c'est de privilégier les actifs liquides, cash, livrets, enfin des choses assez mobiles, on va dire, faciles à récupérer. Et puis, ce qu'on appelle les actifs réels, qu'on distingue dans les actifs papier. Un actif papier a une contrepartie. Quand vous avez une action d'une entreprise, c'est à votre actif, mais ça figure aussi au passif de l'entreprise. Si l'entreprise fait faillite, vous perdez votre actif. L'or est sans contrepartie, là. Cette pièce d'or, elle est au passif de personne. C'est une valeur intrinsèque. C'est comme l'immobilier, l'appartement que vous habitez ou que vous achetez, il a une valeur intrinsèque. Alors même si en période de crise, évidemment, le prix peut baisser, ça ne vaudra jamais zéro. Et quand la reprise ensuite reviendra, eh bien, ça reprendra de la valeur. Donc les actifs réels, c'est ça. C'est aussi... Alors, on parle aussi des forêts ou des terres agricoles. Bon, il y a aussi le marché de l'art, qui est un marché qui est très, très complexe. Il faut y aller uniquement si on a des connaissances. Mais le marché de l'art se porte très bien. Il n'a pas du tout subi la crise. Donc, tous les actifs réels comme ça, voilà, sont des placements. Vous conseillez Alors, le plus simple, c'est l'or, évidemment, parce que là, c'est... Voilà. L'or. Est-ce que l'argent, c'est bien aussi, des pièces d'argent? Non, alors ça, c'est un point de vue plus personnel, mais qui est plus lié à... Quand on regarde l'histoire monétaire, le rapport entre l'or et l'argent durant le Moyen-Âge était 1/15, c'est-à-dire ensuite c'est passé à 1/30 lorsqu'on est passé à l'étalon or fin 19e. Maintenant c'est 1/50. Moi je pense vraiment que l'argent perd sa valeur monétaire. Parce que d'autres disent que justement l'argent a du retard. Alors certains disent un jour il va rattraper son retard, il va revenir à 1/15 et à ce moment-là il y aura une plus-value monstrueuse. C'est pas un choix que je partage parce que moi je considère vraiment que l'argent devient de plus en plus une matière première. Et donc, ces prix sont plutôt guidés par ça plutôt que par sa fonction de thésaurisation. Et donc, je ne pense pas que l'argent va revenir. Alors que l'or, les gens qui n'aiment pas l'or disent l'or ne sert à rien. Mais c'est justement ce qui fait sa force, quoi. C'est que sa valeur est guidée par les gens qui le thésaurisent. Il n'y a que 10% de l'or qui sert à l'industrie électronique essentiellement. Donc, c'est sa façon de thésaurisation qui gouverne son prix. Et cette fonction de thésaurisation, elle a parfaitement subsisté depuis après 1971 lorsque Nixon a décroché le dollar de l'or. Certains pensaient à l'époque que l'or allait devenir une matière première comme les autres. D'ailleurs, c'est rangé dans la catégorie matière première. Alors qu'en fait, il a de facto gardé sa fonction monétaire, enfin en tout cas de thésaurisation. Et c'est donc aujourd'hui une protection. Alors, on parlait d'or, c'est de l'or physique évidemment, c'est-à-dire comme celui-ci. D'ailleurs, même pas vraiment comme celui-ci, parce que là, il n'est pas dans un sac plastique. Normalement, quand on achète un Napoléon,
où on achète plusieurs. Là, c'est le prix de l'or, en gros. Voilà. Oui, voilà. Et surtout que si vous voulez le revendre, vous allez payer une taxe de 7% sur le prix. 8% alors, même, non non, je crois que c'est 7%. Et par contre, si c'est dans un sac scellé avec la facture, comme on l'achète, ça s'achète sous cette forme quand on va l'acheter, à ce moment-là, on est taxé sur la plus-value, 34,5%, et c'est décroissant. Au bout de 12 ans, ça tombe à zéro. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'acheter. Bon, là, c'est moins intéressant cette forme-là. Voilà. Mais de toute façon, on l'achète moins cher en même temps. Non, on l'achète en cours de l'or. Donc il vaut mieux l'acheter de façon, je dirais, légale auprès de. Mais c'est souvent des cadeaux de grand-mère, etc. Donc, oui, alors il faut savoir que les Français détiennent beaucoup d'or. On estime qu'il y a à peu près 3000 tonnes d'or détenues par les Français. Le calcul est simple, c'est qu'on sait qu'il y a eu à peu près 500. Il y a eu 515 millions de Napoléons qui ont été frappés entre 1800 et 1814. C'est très courant finalement cette pièce. Voilà, donc il y a 5 grammes d'or, donc en multipliant, on arrive à peu près 3000 tonnes. Bon, il y a eu des pertes, il y a eu peut-être parties à l'étranger, tout ça, mais bon, il faut rajouter les lingots. Bon, en gros, on a 3000 tonnes d'or qui actuellement existent. Bon, ça, c'est un peu une assurance tout risque en cas de crise. 3000 tonnes où Parmi les particuliers. Hein. D'accord. L'or de la Banque de France, c'est en plus. D'accord, en France. Les 2600 tonnes de la Banque de France. Donc, en plus. Concrètement, je suis un épargnant, j'ai un livret A, j'ai une assurance vie, j'ai un PEA. Attention danger, et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis il faut plutôt diminuer tout ce qui est actif papier, assurance vie, placement action, tout ça, diminuer ça et augmenter les actifs réels, donc immobilier et or physique. Voilà. Et ça, voilà, vous nous avez donné différents exemples dans l'art, l'or, etc. Vous avez d'autres exemples? Après, c'est les matières premières, mais disons que c'est pas facilement achetable par un particulier. Pour le prix d'ailleurs, pour le prix d'un Napoléon, ça correspond à peu près à 1 tonne de blé. Le blé, ça serait bien. Mais alors le blé, c'est un bon placement, c'est un actif sûr, c'est la nourriture, tout ça. Mais bon, une tonne de blé, hausse des matières premières. Là, ça tient dans une petite boîte et voilà. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça va éclairer pas mal de personnes. En tout cas, vous avez écrit un livre là-dessus, l'or, un placement d'avenir, guide pratique, comment acheter et gérer de l'or. Donc, une bonne référence. Oui, rue Vivienne. Voilà. Que faut-il penser de la multiplication il faut juste à côté de chez nous, hein. Surtout pas confondre les deux. Il y a les boutiques, quand on parle des boutiques rue Vivienne, ce sont des maisons qui sont installées depuis des décennies. Sérieux, qui sont très sérieuses et qui elles vendent. On y va surtout pour vendre de l'or. On peut aussi pour acheter de l'or justement. On peut aussi y aller pour vendre des bijoux, mais c'est pas leur activité principale. Leur activité principale, c'est de vendre des Napoléons. Maintenant, quand on parle des boutiques qui apparaissent et qui fleurissent au coin des rues, ce sont des boutiques qui rachètent de l'or. Ah oui, donc ça, c'est un signe effectivement que l'or monte et va continuer à monter. Mais disons que pour les gens qui veulent vendre des bijoux en or, alors déjà, je leur conseillerais d'en faire plusieurs parce qu'il y a des différences de prix de rachat qui sont quand même très importantes et il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas très réglo. Donc il ne faut jamais vendre au premier, il faut aller en voir plusieurs, et y compris des acteurs rue Vivienne. Et ensuite alors, je connais quelqu'un qui m'a dit tant qu'il y aura des publicités pour acheter votre or, c'est que l'or va monter. Ouais. Est-ce que vous partagez ça? Je conseille aux gens qui ont des bijoux en or de les vendre pour immédiatement racheter des Napoléons après, qui restent dans l'or. Voilà. Mais il vaut mieux acheter des Napoléons parce qu'on ne paye pas la TVA. Si on achète un bijou en or, on paye la TVA, donc on perd 20%, alors que là, il n'y a pas de TVA, c'est considéré comme un actif. C'est le même régime que si on achète une action ou une obligation d'État. Olivier Delamarche, quelle solution d'après vous? Toujours pareil, je suis un épargnant, livret A, assurance vie. Je suis dans l'ensemble d'accord avec Philippe et avec ce qui a été dit. Je crois qu'il faut une solide dose de bon sens. C'est ce qui manque le plus à tout le monde, mais réellement une solide dose de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore des banquiers, des assureurs, des sociétés de gestion qui vous promettent des rendements de 4,5%, de 5%, de 3%, etc. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous pouvez chercher tous les produits que vous voulez. Vous n'avez pas de produit qui vous rapporte sans risque du 3% de rendement. Autrement dit, si on essaie de vous attirer dans ce genre de produit, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc c'est forcément une escroquerie. Donc peut-être qu'il fera de bons placements et que pendant 6 mois, il aura en effet ce taux de rendement de 3%.
Mais à un moment ou à un autre... C'est la carotte avant le coup de bâton. Mais voilà, c'est-à-dire que quand ça n'existe pas, faut pas essayer de l'inventer. Il n'y a pas de produit aujourd'hui. Vous prenez une obligation à court terme pour ne pas prendre de risque de taux sur du corporate, sur une belle valeur, sur un industriel qui... a priori, dans 6 mois, va vous rendre votre argent parce qu'il n'aura pas fait faillite, et ben aujourd'hui, ça, vous avez des taux de rendement qui sont 0,40, 0,50 annuels. D'accord ? Donc, si forcément on vous propose un produit qui en vous disant, ben ça, vous êtes là-dedans pendant 15 ans et ça va vous rapporter du 4%, si vous voulez, forcément, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, on peut le faire tous. Moi, quand j'ai des clients qui viennent me voir, je leur dis, à un moment, quand je vois il faut un peu les bousculer, je leur dis combien vous voulez de rendement. Alors, il y a des gens qui me disent, bah, monsieur, c'est à vous de me le dire. Je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez du 10, je vous fais du 10. Mais vous ne retrouverez pas votre capital. Mais si vous voulez, vous aurez pendant quelques minutes l'impression d'être le meilleur et d'avoir eu du 10. Mais c'est facile. Je veux dire, je vais acheter demain une obligation grecque, hein, j'ai du 20% de rendement annuel. Bon, il ne retrouvera pas ses sous, ça c'est autre chose. Hein, mais je peux lui garantir qu'il aura du 20% annuel de rendement. Donc, si vous voulez, il faut juste pas croire au Père Noël. Je sais bien qu'on va bientôt arriver en décembre, que c'est une tendance de croire au Père Noël tout le temps, mais là, il n'y a pas de Père Noël. Donc en matière de finance, il y a quelques petites règles. Donc, et la règle du couple rendement-risque, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir à l'esprit. Plus on va vous proposer un taux de rendement élevé, plus vous prendrez des risques sur votre capital. Donc, cessez de croire tout ce qu'on vous raconte, qu'un pays ne fait pas faillite, qu'on peut gagner du 5% en dormant sans prendre de risque sur le capital. Ça n'existe pas. Bon, une fois ça dit, il y a en effet un certain nombre de choses à faire. En effet, je suis d'accord sur l'or. Je suis aussi d'accord sur ce que Philippe a dit à propos de l'argent. Je pense aussi qu'il faut rester le plus liquide possible parce que il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, on est dans une crise qu'on n'a jamais connue. On n'a pas de référence. Quoi que vous ayez comme expérience, vous n'avez pas de référence. Ce n'est pas la crise de 29-31, ce n'est pas la crise des années 70 avec de l'inflation. Aujourd'hui, vous pouvez toujours regarder ce qui s'est passé au Japon. Ils n'étaient pas dans la même position que nous maintenant, puisque le Japon était entouré de croissance, et pourtant ils ont souffert pendant 20 ans, et c'est pas fini. Donc vous n'avez pas aujourd'hui de référence. À partir de ce moment-là, tout peut arriver. Et donc dans cet univers macroéconomique, je pense que le bon sens doit vous guider et que vous devez diversifier le plus possible. Vous ne devez pas... Alors, comme beaucoup le font, ça c'est un espèce de travers de beaucoup d'épargnants ou d'investisseurs. Quand on les interroge, ils ont l'impression, parce qu'ils ont... 2-3 contrats d'assurance vie dans 2-3 assurances différentes, qu'ils ont 2-3 comptes bancaires avec 2-3 comptes titres différents, qu'ils ont un peu d'immobilier, qu'ils ont un peu d'or. Ils ont l'impression qu'ils sont protégés. Et puis finalement, quand vous les interrogez un peu, vous vous apercevez qu'ils finissent par vous dire qu'ils ont 100% de leur patrimoine dans la devise euro. Ce qui n'est pas une diversification extraordinaire. Pourquoi ? Parce que... quoi qu'on en pense, on peut penser que l'euro va exploser, on peut penser le contraire, que l'euro n'explosera pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même un risque, il y a quand même des points d'interrogation après l'euro. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 100% en euros. Je pense que là, on peut en effet investir en or, on peut aussi se diversifier en devises. Avec certaines devises, il y a de la couronne norvégienne, du dollar de Singapour, de la couronne suédoise, du franc suisse même, parce que je pense que, au même titre que l'or,
qu'on peut traiter comme une devise dans ce cas-là, et plutôt que de rester à 100% en euros. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, aujourd'hui, si vous veniez me voir pour me donner 1 million d'euros à gérer, je pense que vous me prendriez pour un fou si je vous disais je vais mettre 1 million d'euros sur Peugeot. Bon, bah, c'est la même chose. Si vous mettez votre million d'euros uniquement en euros, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez absolument rien diversifié et donc vous êtes en risque. Donc voilà, et puis après, il y a d'autres choses dont je pense nos deux avocats sont des spécialistes, mais il y a aujourd'hui des banques qui sont plus sûres que d'autres. Vous avez des assureurs qui sont des assureurs vie qui sont plus sûrs que d'autres. Mon regard se tourne légèrement vers le Luxembourg, mais voilà, qui sont parfaitement autorisés. Ce sont des comptes déclarés, etc. Vous avez aujourd'hui des solutions pour les deux aspects des placements, parce que aujourd'hui, vous n'avez pas simplement à vous occuper du contenu, c'est-à-dire sur quel actif je vais mettre mes sous, mais aussi du contenant. Le contenant étant la banque ou l'assureur qui héberge vos sous. Et c'était une question qui ne se posait pas il y a 15 ans. 15 ans, que vous soyez à la Société Générale ou à la BNP, ce n'était pas un sujet. Que vous soyez chez AXA ou chez Generali, ce n'était pas un sujet non plus. Maintenant, c'en est un. C'est un vrai sujet et je pense qu'il faut d'abord se poser cette question-là avant de se demander sur quoi on va investir. C'est la deuxième question, c'est tout aussi important, mais je pense qu'il faut d'abord se préoccuper de savoir où on met ses sous. Et là, je vous dis, il y a tout de même, sans penser non plus que c'est la panacée, mais il y a tout de même des banques qui sont plus solides de par leur constitution, et des assureurs qui sont plus solides aussi de par leur constitution ou de par les règlements des pays concernés, des législations des pays concernés. Vous avez des choses qui sont plus sûres. Maintenant, est-ce que c'est 100% sûr? Sûrement pas. Probablement pas. Moi, j'estime que là, on va se prendre un orage énorme sur le coin de la figure. Que si on arrive à éviter la majorité des gouttes, ça sera très très bien, mais il n'est pas certain du tout qu'on ne se fera pas toucher au passage par quelques déboires. Moi aujourd'hui, quand je reçois un client, je lui dis si dans 2 ans je vous rends la somme que vous m'avez donnée, je suis très content. Non seulement en nominal, mais en plus en pouvoir d'achat, je suis très content parce que je ne suis pas sûr du tout qu'on y arrivera. Mais pas sûr. Donc c'est fini les périodes qu'on a connues, les périodes qui étaient cycliques, avec un cycle qui était assez facile à définir d'ailleurs, et où vous faisiez 15% de hausse sur les actions tous les ans sans trop vous fatiguer, et où vous placiez sur une obligation qui vous rapportait du 4% de rendement ou 5% de rendement jusqu'en 2008, hein, ça a été comme ça, et où vous ne preniez absolument aucun risque. C'était un métier, ça faisait partie des métiers les plus faciles. Hein. Il n'y avait pas de génie dans la finance, hein. C'était quand même relativement simple. Donc tout ça allait très bien. Maintenant, c'est fini. On a changé de paradigme. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'obligation avec un rendement qui soit intéressant, ou alors c'est que forcément ça va aller mal. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la hausse des bourses actuelles. Donc que ce soit en action ou en obligation, vous ne devez pas avoir ni l'une ni l'autre. Ça a le mérite d'être clair. Vous aimez ce discours Oui. Moi, je le rejoins tout à fait. Et je pense qu'effectivement, la nécessité d'avoir une diversification, y compris sur les aspects devises, c'est quelque chose de très pertinent. Je voudrais quand même rappeler 2 règles de bon sens. La première, c'est que les marchés dont on a parlé, qui sont assez particuliers, c'est-à-dire le marché des métaux précieux, l'or, l'argent, et la question de la
diversification dans des devises qui sont autres que l'euro. Bon, on va aller en dollars US, peut-être dollars canadiens ou d'autres choses. Bon, non. Oui, d'autres ou d'autres choses. Mais voilà. Mais voilà. Mais et alors quand on a retiré tout ça, on s'aperçoit que ce sont des, il y en a pas beaucoup. Ce sont des petites devises et c'est mais même chose pour les métaux précieux. Ce sont des marchés qui sont extrêmement volatiles. Faut pas que les gens oublient. Si je peux vous dire que quand vous êtes positionné, oui, mais et vous avez une volatilité bien supérieure sur les obliges et sur les actions. Mais quand vous allez payer votre baguette de pain, vous la paierez pas en couronne suédoise. Si un jour les choses se passent pas tout à fait comme prévu, ça peut quand même être générateur d'appauvrissement dans des proportions qui sont à mon avis assez notables. Mais bon, pour clore le sujet, moi je voudrais rappeler une règle de bon sens. Et je me souviens quand on a commencé avec Hélène Ferrand-Polony dans cette activité, on avait déjà ce discours-là, donc c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai. Je pense que le foncier et l'immobilier, et là-dessus j'ai une petite divergence encore, parce que quand vous achetez, même en France, du foncier ou de l'immobilier avec des euros, c'est plus des euros, ce sont des murs, c'est une terre agricole, c'est un appartement. C'est plus une monnaie, c'est un actif réel. Et ça, c'est quand même un facteur de protection qui, à mon avis, je crois que tout le monde est d'accord ici, qui est difficilement contestable. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que c'est le premier conseil qu'on donne aux épargnants, et à mon avis, il est plus que jamais valable, c'est soyez propriétaire de votre logement. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, si tel n'est pas le cas, c'est de vous endetter parce qu'effectivement l'inflation vous permettra peut-être de payer un jour en monnaie de singe. Sait-on jamais. Et en tous les cas, les taux sont très bas. En tous les cas, les taux sont très bas. Et aujourd'hui, être propriétaire, plutôt que de dépenser à fond perdu un loyer, mais consacrer une partie de ce loyer à acquérir un bien que vous allez occuper, c'est le meilleur moyen de vous protéger pour les temps futurs. Donc ça veut dire qu'on va sortir son assurance vie et pourquoi pas rembourser la fin de son crédit. Moi, je partage tout à fait l'avis qui a été donné tout à l'heure. C'est vrai que ces problèmes, tout ce qui a été décrit, en fait, est très juste parce que c'est la confrontation entre être débiteur et être créancier. Aujourd'hui, le temps des créanciers, il est fini parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous doit quelque chose et qui peut-être un jour vous paiera en monnaie dévaluée, voire ne vous paiera pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas être du côté des créanciers. Quand vous faites un certificat de dépôt à la banque, quand vous faites un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation, vous n'êtes pas autre chose qu'un créancier. Et votre créance, elle risque effectivement d'être bien malmenée dans les temps futurs par toutes les évolutions dont on a parlé. L'assurance vie appartient à l'assureur tant que le contrat n'est pas dénoué. C'est ça vous voulez dire Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas titulaire, même sur un contrat d'assurance vie en unité de compte ayant pour valeur de référence des parts de SICAV ou tout type d'OPCVM, vous n'êtes pas titulaire d'autre chose qu'une créance, puisque même les parts de SICAV, c'est en réalité la compagnie d'assurance qui en est propriétaire. Donc vous n'avez rien d'autre qu'une créance. Or, vous êtes forcément fragile et surexposé par les temps qui courent, parce qu'effectivement, en période d'hyperinflation, de choc monétaire, de problèmes de solvabilité qui pèsent sur les institutions, vous êtes surexposé. En revanche, à mon sens, voici venir le temps des débiteurs. Le débiteur, c'est-à-dire celui qui doit à l'institution, particulièrement s'il a emprunté à 2 ou 3%, va, je pense, être plutôt en position de force, et particulièrement s'il a profité de l'emprunt qu'il a réalisé auprès d'un établissement pour acheter un actif réel, c'est-à-dire par exemple du foncier ou son logement, qui lui ne décroîtra pas au gré de l'inflation et des chocs monétaires. Sur cette question du placement en assurance vie et de la restitution possible par la compagnie d'assurance, c'est là où effectivement il y a un intérêt à se placer sur les contrats luxembourgeois, parce que pour les contrats en unité de compte, les unités de compte ne peuvent pas disparaître dans la faillite de la compagnie d'assurance, ils sont cantonnés au nom du particulier souscripteur du contrat d'assurance vie.
Mais attention, il y a contrat d'assurance vie luxembourgeois et contrat d'assurance vie luxembourgeois. Il faut faire très attention parce qu'avec Internet, il y a des propositions qui fusent dans tous les sens et il y a des compagnies d'assurance vie luxembourgeoises qui viennent draguer l'épargnant français via Internet. Et nous avons eu des clients qui ont eu des malheurs avec ces compagnies d'assurance luxembourgeoises. Particulièrement, il y a une compagnie d'assurance qui vient de faire faillite. Sa faillite a été prononcée par le tribunal du Luxembourg le 12 juillet 2012. C'est la compagnie Excel Life, où certes les particuliers pourront récupérer de l'argent parce que les unités de compte ont été cantonnées, mais ces unités de compte sont extrêmement dévaluées. Donc, il y a une question pesant sur la solvabilité de la compagnie et il y a une question pesant sur l'opportunité du placement que cette compagnie a fait faire. Donc, il faut être vraiment très correctement et très finement conseillé sur le choix d'un contrat luxembourgeois et surtout ne pas le faire seul. Pour le mot de la fin concernant le contentieux des épargnants, les clients que nous défendons, nous considérons depuis toujours, et l'ensemble des décisions que nous avons obtenues nous donne, je pense, raison, aucune citadelle n'est imprenable. Nous avons fait condamner donc toutes les banques de la place ou à peu près, toutes les compagnies d'assurance de la place ou à peu près, et nos clients n'y croyaient pas nécessairement au départ, et pourtant nous y sommes arrivés. Donc, lorsqu'il y a un souci avec son placement, surtout ne pas hésiter à se défendre ou à se faire défendre. Merci. Philippe Herlin, ça sera vous qui ferez le dernier mot de la fin. Je dirais, pour répondre précisément à la question, concernant son patrimoine, il faut d'abord penser à sauvegarder son capital dans la durée avant de se poser la question du rendement. Et que si on prend le problème à l'envers, si on commence à être obnubilé par des questions de rendement, par des produits qui garantissent des rendements, on risque de passer à côté du principal, qui est de vraiment se poser la question de j'ai un capital aujourd'hui, comment je fais en sorte que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il soit encore là et avec un pouvoir d'achat équivalent. C'est cette question-là qu'il faut se poser vraiment. Le bon sens paysan. Olivier Delamarche, quand même un dernier mot. Le dernier mot du dernier mot pour François Hollande. Le pire de la crise est à venir. Vous confirmez ? Le pire de la crise est à venir. Je crois qu'on l'a démontré ce soir avec vous quatre. Le pire de la crise est à venir avec, je pense, la plus grande difficulté pour tout le monde de réussir l'exercice dont vient de parler de Philippe, c'est-à-dire de garder son capital sans même penser à gagner de l'argent, mais garder son capital en l'état. Et je pense que ça va être extrêmement compliqué. Donc, espérons qu'on y arrive, mais je ne suis pas certain du tout que ça se fasse facilement. Et donc, voilà. Après, je pense que tout le monde a fait le tour là, de ce qu'il était possible de faire. En effet, il vaut mieux avoir un toit sur la tête quand on va affronter des difficultés. Maintenant, après... l'immobilier en termes de placement autre que celui que vous avez sur votre tête, je suis beaucoup plus sceptique que ça, pour la bonne et simple raison que l'État va se faire une joie de vous imposer, et puis de façon importante, et donc ça rapportera. On a parlé de taxer les propriétaires qui ont fini de payer leur crédit. Oui, bien sûr. Et très probablement, vous aurez à un moment ou à un autre une baisse des prix sur l'immobilier, mais en revanche, le bon sens dit qu'un toit sur la tête, c'est pas plus mal. Mais voilà, après. Il y a plein de choses très probablement à faire aussi, l'art, l'or, etc. Mais il faut faire des trucs basiques, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier et avoir ça à l'esprit tout le temps. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. On va se quitter sur J'arrive, j'achète, je revends. À bientôt sur mediainvestigation.com. J'arrive, j'achète, je revends.
bénéf des millions à la seconde. C'est ça ma vie et ça m'excite, ça me fait bander. Le matin, un tirail, j'ai une pêche d'enfer. Je réagis au millième de seconde. Ça me fait des millions en plus. De toute façon, j'en ai jamais assez. Yeah, yeah. Le soir, cocktail branché. Salut, vous, ça va? On s'appelle, on fait une bouffe. J'ai lu ton dernier bouquin, génial, ben oui. Faut bien que je lâche quelques bottes. Et alors c'est vrai, je brasse du vent. Mais tant qu'il y aura des bras pour alimenter la soufflerie, je serai heureux comme un youpi. J'arrive, j'achète, je rends, bénéf